Introduction. Je m'appelle Élise, et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour partager une douleur si profonde qu'elle a redessiné les contours de mon âme. J'ai 38 ans, mais l'histoire que je vais vous raconter a brisé ma vie il y a quelques mois seulement, quand j'ai perdu mon fils, Théo, mon soleil, mon tout. À 9 ans, il était la lumière de mes jours, un petit garçon au rire cristallin, aux yeux pleins de rêves, malgré la maladie qui le rongeait. Mais cette histoire ne commence pas avec sa perte. Elle commence bien avant, dans une petite ville côtière du sud de la France, où les vagues murmurent des secrets et où ma famille m'a appris, dès l'enfance, ce que signifie être trahi. Mes parents, Martine et Gérard, étaient des figures imposantes, mais pas dans le sens où on l'espère d'une famille. Ma mère, Martine, avait une beauté sophistiquée, des cheveux toujours impeccablement coiffés, un sourire charmeur qu'elle réservait aux étrangers. Mais à la maison, son regard était froid, ses mots coupants. Elle vivait pour les apparences, pour les voyages luxueux, pour les regards admiratifs. Mon père, Gérard, était son complice, un homme charismatique mais calculateur, toujours en quête de la prochaine opportunité pour briller. Ensemble, ils formaient un duo éblouissant, mais toxique, où l'amour semblait réservé à eux-mêmes et à ma sœur cadette, Camille. Camille, ma petite sœur, était leur joyau. À 34 ans aujourd'hui, elle a toujours été gâtée, protégée, encensée. Enfant, elle avait des boucles blondes et un rire qui faisait fondre tout le monde. Moi, j'étais l'aînée, la sérieuse, celle qui devait être parfaite pour mériter un regard. Mais je n'étais jamais assez. Élise, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Camille, me lançait ma mère, ses mots comme des aiguilles. J'ai grandi dans l'ombre de leurs préférences, cherchant désespérément leur approbation. Puis Théo est arrivé. Mon fils, né d'un mariage avec Julien, un homme qui m'a quitté peu après le diagnostic de Théo, une maladie rare, coûteuse à traiter, qui demandait toute mon énergie. Julien n'a pas supporté la pression et a disparu, me laissant seule avec mon petit garçon. Mais Théo était ma force. Malgré ses hospitalisations fréquentes, il dessinait, riait, me racontait des histoires de pirates et de dragons. Chaque soir, je m'asseyais à son chevet, et il me demandait « Maman, est-ce que je serai un héros un jour ?» Je répondais, les larmes aux yeux, « Tu le es déjà, mon trésor. » Sophie, ma meilleure amie, était mon roc. Infirmière, elle avait un cœur immense et une façon de me rappeler que je n'étais pas seule. Elle passait des heures avec Théo, lui apportant des livres de contes, l'aidant à oublier la douleur. « Tu es une guerrière, Élise », me disait-elle souvent. « Théo a de la chance de t'avoir. » Mais ma famille, eux, voyaient Théo comme un fardeau. « Pourquoi t'acharnes-tu avec ce gosse malade ?» m'a demandé ma mère un jour, son ton glacial. Camille, elle, évitait Théo, le regardant à peine lors de ses rares visites. Quant à Gérard, il murmurait que mes choix étaient une perte de temps. Leur indifférence me brisait, mais je tenais bon pour Théo. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Déclencheur. C'était un matin de printemps, un de ces jours où le ciel semble trop bleu pour porter une tragédie. Théo était à l'hôpital depuis une semaine, son état s'aggravant. J'étais à son chevet, tenant sa petite main, quand les médecins m'ont appelé dans leur bureau. Leur visage était grave, leurs mots comme des coups, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Théo ne passera pas la nuit. Le monde s'est arrêté. J'ai couru vers lui, les serré dans mes bras, murmurant des promesses que je ne pourrais pas tenir. Maman, je t'aime, a-t-il chuchoté, son souffle faible. Quelques heures plus tard, il était parti. Et la douleur était indescriptible, comme si on m'avait arraché le cœur. J'ai organisé ses funérailles dans un brouillard de larmes, espérant que ma famille, malgré tout, serait là. J'ai appelé ma mère, la voix tremblante. « Maman, Théo est mort. Les funérailles sont dans 3 jours. S'il te plaît, viens. » Il y a eu un silence, puis sa voix, froide, presque agacée, « Élise, nous partons à Canquin avec Camille. C'est prévu depuis des mois. On ne peut pas tout annuler. » J'ai insisté, désespérée, « C'est ton petit-fils, maman. S'il te plaît. » Alors, elle a ri, un rire cruel qui m'a transpercée. « Ton fils n'était rien d'autre qu'un fardeau pour toi. Tu devrais être soulagée. » J'ai raccroché, incapable de répondre. Mon père et Camille n'ont même pas pris la peine de m'appeler.
Ils étaient déjà en route pour l'aéroport, riant sous le soleil du Mexique pendant que je pleurais mon fils. Mais dans ce silence, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai souri, un sourire étrange, presque froid. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. En préparant les affaires de Théo pour les funérailles, j'ai trouvé un dessin qu'il avait fait pour ma mère, un soleil avec un cœur et les mots « pour mamie ». À côté, une lettre inachevée. « Mamie, je t'aime, même si tu ne viens pas souvent. » Mes larmes ont coulé, mais ma colère s'est enflammée. Puis, dans un vieux coffret appartenant à mon père, que Théo gardait pour ses « trésors », j'ai trouvé une clé en cuivre, gravée d'un symbole étrange. Une note glissée à côté disait « Pour la maison du passé ». Mon cœur s'est accéléré. Quelle maison? Quel passé? Je sentais qu'un secret se cachait là, quelque chose que ma famille ne voulait pas que je découvre. Montée du drame. Les semaines qui ont suivi la mort de Théo ont été un cauchemar éveillé. Les funérailles étaient un moment de solitude absolue. Sophie était là, pleurant avec moi, ainsi que quelques voisins, mais l'absence de ma famille pesait comme une condamnation. Les murmures dans la ville me poursuivaient, ses parents n'étaient même pas là. Quel genre de famille fait ça? Chaque regard de pitié était une nouvelle blessure. Je me sentais jugée, abandonnée, comme si la perte de Théo n'était pas assez lourde. Et la nuit, je ne dormais plus. Les souvenirs de mon enfance revenaient, plus nets que jamais. Je me revoyais à 10 ans, suppliant ma mère de m'emmener au parc, tandis qu'elle me repoussait. « Camille a besoin de moi, Élise. Toi, tu peux te débrouiller. » Camille, toujours Camille. Elle était la princesse, moi l'oubliée. Et Théo, mon pauvre Théo, avait hérité de ce mépris. Ma mère l'appelait « le gosse malade », refusant de voir sa lumière. Ces souvenirs alimentaient ma colère, mais aussi ma détermination à comprendre ce que cachait cette clé. J'ai commencé à enquêter. Sophie m'a aidé à fouiller dans les affaires de Théo, espérant trouver des indices. Nous avons découvert une vieille photo dans le coffret, montrant une maison que je ne reconnaissais pas, entourée de vignes. Au dos, une inscription, « Propriété familiale, 1975 ». J'ai appelé M. Dubois, un notaire à la retraite, vieil ami de mon père. Il était nerveux quand je lui ai parlé de la clé. « Élise, certaines vérités sont dangereuses. Laisse-le passer où il est, » m'a-t-il dit, sa voix tremblante. Mais je ne pouvais pas l'arrêter. « Dites-moi ce que vous savez » ai-je insisté. Il a soupiré. « Ton père a toujours parlé d'une maison, un héritage de tes grands-parents. Mais il ne m'a jamais tout raconté. » Cette révélation m'a secouée. Une maison? Un héritage? Mes parents vivaient confortablement, mais jamais ils n'avaient mentionné une propriété familiale. Pourquoi la cacher? Et pourquoi cette clé était-elle chez Théo? J'ai repensé aux mots cruels de ma mère, à leur voyage à Canquin, à leur indifférence. Une idée sombre a germé, et s'ils cachaient quelque chose de plus grand, quelque chose qui expliquait leur mépris pour Théo? Un soir, Sophie est venue chez moi avec une bouteille de vin et des mots d'encouragement. « Élise, tu es plus forte qu'eux. Théo t'a donné cette force. » J'ai serré le dessin de Théo contre mon cœur, les larmes coulant. Ils n'ont même pas pleuré mon fils, Sophie. Comment peuvent-ils être aussi cruels? Elle m'a pris la main. Ce n'est pas ta faute. Mais tu dois te battre pour Théo. Découvre ce qu'il cache. Quelques jours plus tard, un voisin m'a abordé, mal à l'aise. « Élise, j'ai entendu dire que ton père parlait d'une grosse somme d'argent, une sorte de trust. Il disait que c'était à lui, mais, peut-être que ça te concerne. » Mon sang s'est glacé. Un trust? Était-ce lié à la clé, à la maison? J'ai senti que j'étais au bord d'une vérité qui allait tout changer. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point cette vérité serait dévastatrice. Quelques semaines après les funérailles de Théo, le silence de ma famille a commencé à se fissurer. J'étais encore noyée dans mon deuil, passant mes nuits à fixer le plafond, les yeux rougis par les larmes qui ne cessaient jamais. La maison, autrefois remplie de ses rires et de ses dessins, était devenue un tombeau vide. Sophie venait me voir presque tous les jours, apportant des repas que je touchais à peine, me rappelant de respirer. « Élise, tu dois avancer, pour toi et pour Théo, » me disait-elle doucement, sa main sur la mienne. « Mais avancer?
Comment, quand le monde m'avait volé mon enfant? Puis, un matin, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur Camille. Sa voix était enjouée, presque joyeuse, comme si elle appelait pour un café entre sœurs. Élise, on est de retour de Canquin. C'était incroyable, le soleil, les plages. Tu devrais venir nous voir. Maman et papa veulent te parler. J'ai senti une nausée monter. De retour? Après avoir ignoré mon appel, après les mots cruels de ma mère? J'ai hésité, mais la curiosité ou peut-être la colère a pris le dessus. D'accord, ai-je répondu, la voix plate. Mais pas pour des vacances. Le dîner a eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville, celui que mes parents affectionnaient tant. Martine et Gérard étaient là, bronzés, avec des sourires éclatants qui contrastaient avec ma pâleur. Camille, rayonnante dans une robe neuve, m'a serré dans ses bras comme si nous étions proches. Ma pauvre Élise, on est tellement désolé pour Théo, a-t-elle dit, mais ses yeux ne montraient aucune tristesse. Martine a hoché la tête, sirotant son vin. Oui, c'était triste. Mais la vie continue, n'est-ce pas? J'ai serré les dents, le dessin de Théo plié dans ma poche comme un talisman. Triste? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Vous n'êtes même pas venu aux funérailles. Gérard a toussé, mal à l'aise. Élise, on avait réservé les billets il y a des mois. On ne pouvait pas annuler. Et puis, Théo, il souffrait tant. C'était une délivrance. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Une délivrance? Mon fils, mon ange, réduit à ça? La conversation a dévié vers l'héritage. Martine a posé sa fourchette, son regard calculateur. À propos, Élise, on doit parler de la maison familiale. Celle des grands-parents, dans le sud. On pense la vendre. Ça nous aiderait pour notre retraite. J'ai froncé les sourcils. La maison? Celle de la photo? Quelle maison? Vous ne m'en avez jamais parlé. Camille a ri, un rire léger mais tranchant. Oh, Élise, tu étais toujours occupée avec ton gosse malade. C'est à nous, de toute façon. Tu n'as pas besoin de ça. Leur arrogance m'a submergée. Ils parlaient de vendre ce qui pourrait être mon héritage, comme si Théo n'avait jamais existé. Théo était votre petit-fils, ai-je dit, la voix tremblante. Et maintenant, vous voulez voler ce qui reste. Gérard a haussé les épaules. Tu as échoué en tant que mère, Élise. Laisse-nous gérer. J'ai quitté le restaurant, le cœur battant, mais avec une résolution nouvelle. Il pensait m'avoir vaincu, mais la clé dans ma poche me rappelait qu'il y avait plus. De retour chez moi, j'ai contacté Me. Lefebvre, un avocat recommandé par Sophie. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes fines et un air sérieux. Je lui ai montré la clé, la photo, et les rumeurs de Monsieur Dubois. Élise, ça pourrait être un trust, m'a-t-il dit après avoir examiné les documents. Créé par vos grands-parents pour leurs petits-enfants. Mais votre père a peut-être manipulé les papiers. Mon estomac s'est noué. Un trust? Pour Théo et moi? Et si ma famille l'avait caché pour que Théo n'en bénéficie pas? Camille m'a appelé le lendemain, jouant la repentante. Élise, maman et papa sont stressés. Viens à la maison, on en discute. J'ai accepté, mais avec Sophie à mes côtés. Là, Martine m'a accueilli avec un thé, feignant la chaleur. On veut juste t'aider, Élise. Prends une petite part, et on oublie tout. Mais ses yeux trahissaient l'avidité. J'ai sorti la clé. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Gérard a blêmi. Rien. Un vieux souvenir. Mais je savais qu'ils mentaient. Leur indifférence envers Théo prenait un sens plus sombre, ils avaient peut-être saboté son avenir pour le leur. Point culminant la réunion avec Me. Lefebvre, une semaine plus tard, a été le sommet de l'orage. Son bureau était sombre, chargé d'odeurs de vieux papiers et de tension. Mes parents et Camille étaient là, assis en face de moi, leurs visages crispés. Sophie m'avait accompagnée, sa présence comme un bouclier. L'avocat a ouvert un dossier épais, ses mains stables contrastant avec mon cœur qui martelait. J'ai enquêté sur le trust familial, a-t-il annoncé.
Créé en 1980 par vos grands-parents, il était destiné à leurs petits-enfants, Élise et Camille. La propriété dans le sud de la France, une villa d'une valeur de plusieurs millions d'euros, plus un fonds pour l'éducation et la santé. Mes parents se sont redressés, incrédules. C'est à nous, a crié Gérard. Lefebvre a levé une main. Pas exactement. Le trust stipule que la part d'Élise inclut ses descendants. Théo était bénéficiaire. Mais vos parents ont falsifié des documents pour exclure Théo, arguant de sa maladie. Ils ont détourné des fonds pour leurs propres besoins. Le silence était étouffant. J'ai senti les larmes monter, mais pas de tristesse de rage pure. Puis, l'avocat a sorti une lettre jaunie, cachetée par mes grands-parents. Il y a plus. Martine, vous saviez que le trust pouvait financer un traitement expérimental pour Théo, il y a 2 ans. Coûteux, mais possible. Vous avez convaincu Gérard de ne rien faire, disant que Théo était un obstacle à leur confort. Martine s'est effondrée, couvrant son visage. Ce n'est pas vrai. On ne pouvait pas savoir. Mais sa voix tremblait de mensonge. Camille a explosé. C'est ridicule. Théo était malade, Élise. Tu aurais dû passer à autre chose au lieu de t'accrocher. J'ai sorti le dessin de Théo, le brandissant devant eux. C'était votre petit-fils. Il vous aimait, et vous l'avez abandonné pour quelqu'un. Vous avez laissé mourir mon fils pour de l'argent. Gérard a bondi, rouge de colère. Tu n'as aucune preuve. On contestera au tribunal. Mais Lefebvre a souri froidement. Les documents sont irréfutables. Falsification, détournement. Vous risquez la prison. La pièce vibrait de cris et de larmes. Martine pleurait, mais c'était pour elle, pas pour Théo. Élise, pitié. On est ta famille. J'ai secoué la tête, la voix brisée mais ferme. La famille? Vous m'avez trahi toute ma vie. Théo méritait mieux. Le choc de cette révélation m'a submergée, non seulement ils avaient ignoré son deuil, mais ils avaient contribué à sa perte. Le monde tournait autour de moi, mais pour la première fois, je me sentais puissante, prête à les affronter. Résolution. Les jours suivants ont été un combat acharné. Mes parents et Camille ont engagé leurs propres avocats, menaçant un procès long et douloureux. Mais Lefebvre était implacable. Nous avons des preuves solides, m'a-t-il dit. Les faux documents, les transferts bancaires, et la lettre des grands-parents. Sophie m'a soutenue, passant des nuits à m'aider à trier les papiers. Tu gagnes ça pour Théo, Élise. Il serait fier. Le procès a été bref, mais intense. Dans la salle d'audience, j'ai revu ma famille, Martine, défaite, Gérard, arrogant jusqu'au bout, Camille, évitant mon regard. Le juge a lu les faits, sa voix résonnant comme un verdict divin. Falsification avérée. Le trust revient intégralement à Élise et à la mémoire de son fils Théo. Amende et restitution immédiate. Mes parents ont été condamnés à une peine symbolique, mais plus important, ils ont perdu tout droit sur la villa. J'ai confronté Martine une dernière fois, dans un café désert. Pourquoi, ai-je demandé, les yeux dans les siens. Elle a baissé la tête. On voulait juste vivre bien. Théo, il coûtait trop. Ces mots m'ont glacé, mais je les ai pardonnés, non pour eux, mais pour me libérer. Vous n'êtes plus ma famille. Adieu. Gérard et Camille n'ont rien dit, ils savaient qu'ils avaient perdu. Avec l'héritage récupéré, j'ai transformé la villa en un sanctuaire. J'y ai créé un jardin pour Théo, planté de fleurs qu'il aimait, avec une plaque, pour Théo, ma lumière éternelle. L'argent du trust a servi à payer les dettes médicales et à démarrer une fondation pour les enfants malades. Pour la première fois, je respirais. Dénouement aujourd'hui, la villa est mon refuge, un endroit où le soleil du sud guérit mes plaies. Je passe mes journées à travailler pour la fondation, et dans d'autres mères comme moi, racontant l'histoire de Théo pour inspirer. Sophie est devenue ma partenaire, et ensemble, nous rions parfois, rappelant les bons moments. Théo serait fier de toi, Élise, m'a-t-elle dit un soir, dans le jardin, sous les étoiles. J'ai souri, les yeux humides. Je l'espère. Il est toujours là,
quelque part, dans chaque fleur qui pousse. J'ai appris que la vraie force vient du deuil, que le pardon libère, et que l'amour d'un enfant transcende la trahison. Ma famille biologique m'a brisée, mais Théo m'a reconstruite. Je vis pour lui, pour toutes les âmes qu'il touche encore. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la douleur, la trahison et la résilience d'Élise, alors rejoignez-nous sur notre canal YouTube, Histoire de tous les jours. Abonnez-vous pour d'autres récits poignants de vie, de secrets et de triomphes. Cliquez sur le bouton, activez la cloche, et partagez en commentaire. Ensemble, écrivons les histoires qui nous unissent.